À présent, je vais donner la parole à Madame Julie Méheux. Bonjour. Bonjour. Madame Méheux est psychologue au Centre expert des troubles bipolaires à Fernand-Vidal, si je ne me trompe pas, donc à Paris. Et vous travaillez également au sein du département de psychiatrie et de médecine addictive, pardon. Donc aujourd'hui, vous allez nous exposer l'importance de l'éducation thérapeutique, donc ce qu'on appelle psychoéducation, et de la psychothérapie dans les troubles bipolaires. Merci. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran. Tac. Alors, le diaporama. Du coup, est-ce que c'est bon? Oui? Oui, c'est bon, merci. Ok, super, merci. D'accord. Donc, je travaille en effet au Centre expert troubles bipolaires à l'hôpital Fernand-Vidal. Je remercie l'association Argos de m'avoir invitée. Donc, c'est ma première intervention pour une journée mondiale des troubles bipolaires. Et donc, je suis très honorée d'avoir été sollicitée pour présenter la question de la prise en charge non médicamenteuse dans les troubles bipolaires, donc la psychoéducation ou éducation thérapeutique, et puis les autres thérapies que l'on peut retrouver. Donc, dans la prise en charge des troubles bipolaires, on considère aujourd'hui qu'il y a une base incontournable, donc, qui est le traitement pharmacologique ou traitement médicamenteux, et puis associé au traitement non pharmacologique, donc non médicamenteux, donc on parle de la psychoéducation ou éducation thérapeutique et de la psychothérapie. Dans les troubles bipolaires, il y a un double enjeu, je dirais, de prise en charge parce qu'il y a un traitement de l'épisode en cours. Donc, on l'a vu avec le professeur Étain ce matin, le trouble bipolaire se caractérise par des récidives d'épisodes dépressifs ou d'excitation maniaque et hypomaniaque. Et puis, il y a un enjeu important qui va être celui de prévenir la rechute. On peut dire que dans les troubles bipolaires, les stratégies préventives sont supérieures aux stratégies curatives. C'est-à-dire que ce qu'on a à voir dans le trouble bipolaire, ce qui est le caractère handicapant de la maladie, ce sont les rechutes. Donc, et après un épisode dépressif qui a duré de longs mois ou un épisode maniaque qui a nécessité 2 mois d'hospitalisation, quand enfin la rémission arrive, qu'on soit patient, proche ou thérapeute, on souffle, on se dit enfin l'épisode est terminé. Et on pourrait avoir tendance à dire que le boulot aussi. Mais en fait, non, le boulot commence au moment où on obtient la rémission, parce que ce qui sera déterminant dans l'évolution de la maladie, c'est notre capacité à faire que la rechute ne revienne pas. Donc, dans cet esprit, donc les thérapies non médicamenteuses sont utilisées, et par la suite, je viendrai un petit peu en détail sur ce qu'elles sont. Elles sont utilisées donc en phase de stabilité, dans cette idée de prévenir la rechute, et puis on peut en trouver aussi en phase dépressive. Par contre, dans les phases d'excitation, donc il n'existe pas de thérapie non médicamenteuse efficace, si ce n'est des techniques comportementales de réduire les stimuli ou d'essayer de maintenir les rythmes. Dans la prise en charge des troubles bipolaires, au moment de la sortie de l'épisode, les défis ils vont être composés par la question des symptômes résiduels. J'ai vu que c'était une question posée dans le fil. La question des pathologies associées, on appelle ça les comorbidités, et le vécu et impact de la maladie. Donc, les symptômes résiduels, ce sont des symptômes persistants en l'absence d'un épisode. Ils sont source de handicap, ils sont source de difficultés de fonctionnement et aussi source de rechute. On peut entendre dans les groupes des remarques comme « mais en fait, je n'arrive plus à lire, je dors trop, je dors mal, je ne me sens pas à 100%, je suis hypersensible ». Et c'est vrai qu'on sait que ces symptômes résiduels sont composés de différentes choses. Une première chose, les troubles cognitifs, que je ne détaille pas parce que je pense que le professeur Nicolas Franck en fait, va venir sur ce sujet. On retrouve aussi des troubles des rythmes circadiens. Les rythmes circadiens, ce sont les rythmes sur 24 heures. On parle souvent des rythmes veille-sommeil, mais il y a d'autres rythmes. On retrouve en effet des troubles du sommeil. On dit que les troubles bipolaires sont des maladies affectives, maladies de l'humeur, mais aussi
plus globalement maladie des rythmes. Il y a parfois une symptomatologie résiduelle de l'épisode dépressif. En fait, on a l'impression que l'épisode est terminé, mais il reste des difficultés de concentration, des difficultés au niveau du sommeil. Et puis, on sait que chez certaines personnes qui ont un trouble bipolaire, il y a une réactivité émotionnelle importante, c'est-à-dire que pour un même stimulus, la personne peut réagir avec une intensité des émotions plus importante ou une labilité, c'est-à-dire le fait de passer assez facilement d'une émotion à une autre. Donc, dans les symptômes résiduels, on retrouve ces éléments-là. Ce qu'on a vu aussi rapidement ce matin, c'est que dans l'histoire de vie des personnes qui souffrent de troubles bipolaires, on retrouve plus de traumatismes dans l'enfance que dans la population générale, et on sait que ces traumatismes augmentent le risque de rechute. À côté du trouble bipolaire, il y a des pathologies qui s'associent de manière volontiers. Donc, ces pathologies qui s'associent, on appelle ça donc les comorbidités. Et on sait que les personnes qui souffrent de troubles bipolaires ont plus de pathologies somatiques, de troubles anxieux et d'abus de substances. Et enfin, un dernier point important, c'est le vécu et l'impact de la maladie. On peut entendre dans les groupes, mais est-ce que je m'engage au niveau du travail, au niveau d'une relation affective? Est-ce que, parce que peut-être que je vais rechuter? Est-ce que je dois le dire, que j'ai un trouble bipolaire au travail, aux amis? Et la question aussi, je dois éviter tout ce qui est stressant pour éviter la rechute. Donc ça, au niveau du vécu et de l'impact de la maladie, c'était dit dans les témoignages aussi, il y a un impact sur l'image et la confiance en soi. Il y a la question de l'autostigmatisation, c'était le sujet, il me semble, de la journée mondiale des troubles bipolaires de l'année précédente. Il y a cette capacité à faire des projets, les gens ont des difficultés à se projeter dans l'avenir, reprendre des études, reprendre un travail. La question de nouer aussi des relations amicales et affectives. Donc l'ensemble de ces éléments, les symptômes résiduels, les pathologies qui s'associent, le vécu de la maladie, ce sont autant de facteurs qui peuvent favoriser la rechute et donc impacter le rétablissement. Ainsi, le rétablissement, il va passer par une meilleure connaissance et une maîtrise de ces différents éléments. Dans la prise en charge des troubles bipolaires, donc, il y a l'idée d'un programme à la carte qui va venir un peu répondre à ces questions. C'est quoi mon type de trouble, mes types d'épisodes, quelles sont mes vulnérabilités, quels sont mes facteurs de risque? Donc, en fait, c'est un peu cette image de puzzle où on va associer différents éléments. Et je me suis permis d'entourer en vert la question de la psychoéducation, et je vais vous expliquer juste ensuite ce qu'est la psychoéducation, mais on considère aujourd'hui que c'est vraiment, ça fait partie un peu, pour dire familièrement, du pack de base de la prise en charge du trouble bipolaire. Au niveau des recommandations actuelles, là, du coup, je vous partage un guide qui existe pour le patient et sa famille sur la prise en charge des troubles bipolaires. Donc, en fait, il y a des recommandations internationales qui sont éditées par des sociétés savantes, donc là, qui sont la CADMAT et l'ISBD. C'est un ouvrage que vous pouvez trouver en ligne. Et au niveau des prises en charge non médicamenteuses, donc il y a une recommandation de différentes psychothérapies. Là, j'ai juste mis la psychoéducation et la psychoéducation familiale. Donc, la psychoéducation, que ce soit du côté des patients ou la psychoéducation avec les proches, c'est du coup l'offre de soins qui montre le plus d'efficacité dans cette question de la prévention de la rechute. Donc, c'est la question du traitement d'entretien. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas forcément de données sur l'impact de la psychoéducation sur un épisode dépressif en cours, mais en tout cas, vous voyez qu'une psychoéducation patient et proche a aussi un intérêt dans la prévention de la rechute, mais aussi dans le traitement d'un épisode dépressif en cours. La psychoéducation, qu'est-ce que c'est? C'est une formation qui est théorique et pratique. En fait, ça vise à l'acquisition de connaissances et l'acquisition d'outils basés sur la compréhension du trouble, mais surtout de son trouble à soi, basée sur la compréhension de la prise en charge de son trouble à soi, et pas des troubles bipolaires en général, dans un but donc de rétablissement, donc qui favorise la réinsertion de la personne. Au niveau de l'efficacité, est-ce que c'est efficace? Alors en fait, on a des études depuis une vingtaine d'années, dont cette étude de l'équipe barcelonaise qui est à l'origine du programme de psychoéducation chez les patients, qui a montré en effet différents éléments. Donc après des séances de psychoéducation, il y a une amélioration des connaissances sur le trouble bipolaire, il y a une meilleure adhésion au traitement, et surtout, ce qui nous intéresse, une réduction du nombre d'hospitalisations, et que quand il y a rechute, une réduction de la longueur et de la sévérité de l'épisode. Ça, ce sont des données un peu centrées sur ce qu'on appelle maladie.
Plus récemment, on continue la recherche sur... donc voilà, on sait que la psychoéducation, ça marche. Aujourd'hui, on essaie de savoir, mais qu'est-ce qui est vraiment efficace? Donc, dans un programme plus court qui a été mené donc, par l'équipe de Créteil, du Centre Expert de Créteil, on retrouve les éléments de l'équipe de recherche barcelonaise sur l'amélioration des connaissances, l'amélioration du fonctionnement général, une meilleure adhésion au traitement et surtout une diminution de la perception négative de la maladie. Et ça, on pense que c'est un levier important pour la suite du processus de rétablissement. Du côté des proches, la psychoéducation, c'est quelque chose qui a aussi été évalué. Donc, on retrouve toujours cette augmentation du niveau de connaissance. On retrouve une diminution de la charge ressentie, ce qui est appelé le fardeau, et on retrouve une diminution de la souffrance psychologique. Au niveau de la psychoéducation, alors on trouve plein de formats différents, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Ça dépend du nombre de participants, ça peut être des approches en individuel ou alors en couple. On va le voir ensuite, il y a différents programmes de psychoéducation. Au niveau du nombre de sessions, ça peut aller d'une session unique à 21 sessions. Il y a la question de la participation des proches ou non, c'est-à-dire qu'il y a des groupes patients et proches, et puis il y a des groupes où les proches viennent seuls. Mais en tout cas, dans tous ces formats, on doit retrouver un peu les mêmes ingrédients actifs qu'on va voir ensuite. Donc, je vous mets rapidement. Ça, ce sont les différents programmes qui existent de psychoéducation spécifiques aux troubles bipolaires. Donc, le plus représenté, c'est celui donc, de cette équipe barcelonaise de Colomb et Vieta, c'est celui qui est appliqué dans les centres experts troubles bipolaires. On a d'autres programmes qui existent, toujours spécifiques aux troubles bipolaires, mais avec d'autres orientations. Dans une orientation thérapie cognitive et comportementale, dans une orientation centrée sur la famille, donc qui invite les patients et leurs proches à participer au sein d'une même session, et puis une thérapie qu'on nomme un peu rapidement la TIPARS, c'est la thérapie interpersonnelle et aménagement des rythmes sociaux. En fait, il y a une partie psychoéducation, un peu classique, et puis il y a un focus sur cette question des rythmes et de son environnement, et de détecter les potentiels facteurs de vulnérabilité et de rechute. Alors, au niveau du centre expert de l'hôpital Fernand Vidal, nous, dans notre proposition de prise en charge, on a un peu 3 formats. On a un format à destination des patients, donc ce sont 10 séances de 2 heures, à un rythme hebdomadaire, une séance toutes les semaines. En général, c'est un groupe de 10-12 personnes, tout type de troubles bipolaires confondus, plutôt en période de stabilité et co-animé par un binôme psychiatre-psychologue. On a un autre groupe à destination des proches. Là, le nombre de séances est un petit peu plus court. On est sur 8 séances de 2 heures, pareil, des groupes de 10-12 personnes. De notre expérience, on rencontre plutôt des parents ou des conjoints. Et un format d'une journée qui invite les patients et des proches, pas forcément ensemble, mais des patients et des proches à participer à une journée. Au niveau des thèmes des séances, voilà ce qu'on propose pour les patients. Donc une séance un peu généralité, 2 séances sur les épisodes et leurs symptômes, 2 séances sur la prise en charge, médicamenteuse et non médicamenteuse. Et fort de ces connaissances, l'idée, à la séance 6, c'est de se dire quels sont, moi, mes facteurs de vulnérabilité, mes signes précoces, et d'établir un plan d'action. Les séances suivantes sont plutôt dédiées à vivre avec le trouble, et on aborde donc d'autres facteurs de vulnérabilité. On a vu la question de la substance, la question des troubles du sommeil, et des séances importantes qui sont comment je parle de la maladie autour de moi et comment j'aménage mon environnement. Avec cette question, la question qui revient souvent, celle du travail. Et on propose une séance à 6 mois pour faire un point. Du côté des proches, l'idée de la psychoéducation pour les proches, c'est une acquisition de connaissances et de compétences par le proche pour lui-même et dans la relation avec la personne malade. Donc on retrouve un peu cette idée d'acquisition de connaissances et d'outils comme dans le groupe patient, et il y a 2 séances vraiment dédiées sur moi en tant que proche. Dans les troubles bipolaires, il faut savoir qu'il existe d'autres approches complémentaires qui sont spécifiques du trouble bipolaire. On sait qu'il peut y avoir des troubles cognitifs, et donc la réponse à ça, c'est la prise en charge en remédiation fonctionnelle et cognitive, sur laquelle je pense le professeur Nicolas Franck reviendra juste après. Donc on l'a vu, il y a une prise en charge qui existe, qui s'appelle la TIPARS, avec une partie dédiée spécifiquement à cette question des rythmes. La prise en charge aussi en thérapie cognitive et comportementale, qui permet de repérer en effet ces facteurs de vulnérabilité, les situations où on est à risque, et de comprendre ce qui peut se passer en termes de pensée, émotions, comportements et conséquences dans certaines situations problématiques. Enfin, une autre approche qui tend à se développer,
Donc la méditation pleine conscience, basée sur la thérapie cognitive, et il existe des prises en charge spécifiques, que ce soit en individuel ou en groupe, pour prévenir la rechute de la dépression. Et ensuite, il existe plein d'autres approches complémentaires qui ne sont pas spécifiques aux troubles bipolaires, mais qui sont en effet très utiles. Et là, ça demande déjà en tout cas le travail de se dire mais quelles sont mes vulnérabilités, quels sont mes besoins. Et donc on voit dans votre enquête, c'est assez représenté en tout cas ces approches-là. Donc soit en individuel, soit en groupe. En tout cas, en conclusion de ce qu'on souhaitait vous transmettre aujourd'hui, c'est que dans la prise en charge non médicamenteuse, on pense que l'indispensable, c'est la psychoéducation des patients, donc soit en individuel, soit en groupe, sachant qu'en groupe, il y a aussi le partage d'expériences qui est vraiment précieux et qui fait l'efficacité de cette prise en charge. Si cela est possible, la psychoéducation des proches et l'ensemble des autres éléments personnalisés. Voilà, je vous remercie. Merci, merci Madame Méheux pour votre présentation. On a quelques questions, notamment, bon, il y en a une, vous y avez répondu, mais on va aller un peu plus en détail. On nous demande s'il existait des parcours de psychoéducation pour les proches. On aimerait savoir un petit peu plus en détail en quoi ils consistent. Donc la psychoéducation pour les proches, Oui. Oui, telle qu'on le propose nous, ou en général? En général. En général, il y a cette question déjà du retard diagnostique. Donc c'est vrai que dans le parcours des proches, on entend ce décalage en disant le proche il perçoit la souffrance, mais il est aussi en manque de connaissances, en manque d'outils pour répondre à ça. Et malheureusement, on voit arriver en psychoéducation des gens qui sont en rupture aussi avec les proches. Et par contre, ce qui est plutôt sympathique, c'est qu'on peut revoir des proches arriver quelques années après dans les groupes de psychoéducation en disant je me suis éloignée, il y avait beaucoup de choses que j'ai mis sur le compte, du caractère, de la personnalité, et je me rends compte qu'en fait c'est une maladie, et fort de ces connaissances, d'avoir des liens de qualité qui se retissent. Donc c'est vrai que chez le proche, il y a vraiment plusieurs étapes dans le parcours, quoi. D'accord. Alors ça, c'est la question qu'on se pose un peu. Ça, c'est venu avec Zoom, en fait, et avec le Covid. Oui. Il y a des choses qui ont été connues du fait qu'on se rassemble. Et donc, Zoom a appris à nous connaître et à voir qu'il y avait des choses qui étaient disponibles quelque part et pas ailleurs. Et donc, on nous demande où on en est avec la psychoéducation et le désert médical. Est-ce qu'on peut trouver, est-ce qu'il y a des endroits où c'est disponible en visio, ou est-ce qu'on peut trouver dans les hôpitaux la psychoéducation? Alors ça, c'est vraiment une difficulté d'avoir un peu un annuaire de ressources, des possibilités qui existent. Et c'est vrai que nous aussi, cette crise du Covid, elle nous a forcé à dématérialiser notre offre de soins. On a fait des groupes à distance, et c'est ce qui nous a permis de découvrir en effet qu'il y avait pas mal de ressources. Et maintenant, c'est comment on recentre cet ensemble de ressources. Et ça, c'est vrai qu'à ma connaissance, il n'y a pas aujourd'hui de guides ou de sites qui recensent ça. Et ça, c'est vrai que si c'était possible, ça nous serait précieux à nous aussi. D'accord. Je vous pose une question un petit peu, qui sort un petit peu du thème, mais bon, pourquoi pas. C'est quelle thérapie préconisez-vous pour les traumatismes de l'enfance? Donc les traumatismes durant l'enfance, ce qui ressort en tout cas de la littérature scientifique aujourd'hui, c'est plutôt une recommandation. Alors après, il faut aller voir sur le type de traumatisme, mais ce qu'on voit, c'est plutôt les prises en charge de type EMDR ou en thérapie cognitive et comportementale. C'est plutôt celles-là, en tout cas, qui sont recommandées dans la prise en charge des traumatismes. D'accord. Merci beaucoup, Madame Méheux, pour votre intervention. Enfin, ça rappelle en tout cas que la psychoéducation est une condition sine qua non pour que le parcours de vie du patient et des proches se réalise au mieux. Merci beaucoup. Merci de votre invitation.